Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour pour parler de la NFC Nord. On fait les previews de division pendant tout le mois d'août. On a fait l'AFC Sud, on a fait la NFC Sud, on a fait l'AFC Nord. C'était mercredi. Et là, en ce week-end du 15 août, vous avez l'honneur d'entendre parler de la NFC Nord. On va parler des Lions, on va parler des Bears, on va parler des Packers, on va parler des Vikings. Avec moi, 2 de mes 3 compères habituels en NFL, puisque Yaya a encore une fois séché l'émission de manière honteuse. Mon Vince, salut Vince, comment ça va ? Salut Flav, salut à tous. Ça va très bien, ça va très très bien. Et bon, on continue notre tour des stades, notre tour des ambiances en NFL avec une division qui promet d'être assez âpre, assez disputée. J'ai l'impression qu'on monte step by step dans ces previews et ça va arriver très très fort. Alors je sais qu'il reste encore une division des enfers, qualifions-la comme ça. Puisque le podcast sera un podcast des enfers pour en parler, mais je laisse la surprise aux personnes qui écouteront ça. Voilà, et profitez bien de la douce et charmante voix de Vince, puisque pendant les 2 prochaines semaines, vous n'aurez pas de Vince, puisqu'il sera en vacances, et oui, il a le droit lui aussi à ses congés. Rassurez-vous, Seb sera là, Yaya sera de retour, Flo, qui était avec nous pour l'AFC Nord, sera là aussi, il y aura d'autres intervenants, il y aura Bertrand qui va revenir, il y aura Wai qui est en AFC Est, bref, il y aura largement de quoi faire encore. Il y a du talent à l'appel chez The Player. J'ai donné mes consignes, il faudra bien dire tie-end, dire du bien des Broncos, c'est parler d'intersection et pas d'interception. Voilà, et de flamélique. Il faudra bien dire flamélique aussi, puisque c'est le nouveau mot de Seb. C'est un peu comme dans Eric et Ramsey. Tous les jours, nous découvrons un mot avec Seb. Et hier, c'était flamélique et intersection. Bon, c'est pas mal. Mon cher Seb est là aussi. Salut mon Seb, comment ça va ? Bonsoir Flav, bonsoir Vince, bonsoir à toutes, à tous. Et oui, je suis d'accord avec Vince, belle montée en gamme dans les divisions ce soir avec une poule qui va être, à mon avis, âprement disputée, qui a déjà été la dernière, qui nous annonce de belles. Et effectivement, il y aura, comme tu l'as dit, le podcast des enfers, et si je ne me trompe pas, je crois que dans ce homme la grosse pomme, et qui va être infernal pour des raisons, mais là aussi je pense que nos auditeurs auront deviné pourquoi. Toujours est-il que ce soir c'est le Nord. Oui, c'est le Nord, et je rappelle que le podcast de l'AFC Nord est lui toujours disponible, bien évidemment, comme ceux du Sud, hein, mais bon, vous avez peut-être moins envie d'écouter l'AFC Sud ou la NFC Sud, mais pour le Nord, en tout cas, c'est aussi disponible. Est-ce que tu crois que les auditeurs ont envie d'entendre parler des Browns encore ? Bah oui, mais nos auditeurs adorent les Browns. Ils sont comme moi, ils adorent les Browns. Donc du coup, j'hésite à changer de franchise. Tu vois, j'hésite à devenir fan des Browns. J'hésite. Et l'avantage, c'est qu'ils seront pas loin en classement cette année, tu vois, l'un et l'autre. Donc c'est bon. Quelque part, j'ai le choix entre la peste et le choléra, tu vois, c'est un peu ça. Bon, on va parler donc de la NFC Nord comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas habitués, des previews sur The Playoffs, c'est un tort, mais on vous pardonne parce que nous on accueille tout le monde et on accueille des nouveaux à chaque épisode. Je rappelle le principe, on va dérouler la liste de la NFC Nord dans l'ordre inverse du classement de 2024, en commençant donc par la 4e équipe. Pour remonter jusqu'à la première, on va parler des mouvements d'intersaison, des points forts, des points faibles, dans ce qui sera cette saison 2025. On commence donc à tout seigneur, tout honneur, par les Bears de Chicago, puisqu'il faut bien eux aussi en parler. Alors, moi, la division, j'en avais déjà parlé à Vince, mais la division NFC Nord, j'ai énormément de questions sur cette division, parce que je la trouve particulièrement illisible. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de remaniements, il y a beaucoup de choses à dire, et il y a beaucoup d'équipes, on ne sait pas trop si ça va être très bon ou très mauvais ou moyen. Donc, on va essayer de dérouler tout ça. Je disais, on commence par les Bears, 5 victoires, 12 défaites l'an dernier. Ça n'avait pas trop mal commencé, si ma mémoire est bonne. On va laisser Seb parler en premier. Ça n'avait pas trop mal commencé. Et puis, ça s'est complètement délité, avec notamment un Caleb Williams pour sa première année, qui a été massacré et laissé à l'abandon par sa ligne offensive. Complètement, la saison des Bears, elle se lançait la saison dernière avec beaucoup d'optimistes. Et comme tu l'as dit, ça démarre
pas trop mal. Une victoire contre Tennessee en ouverture de championnat. Ça se gâte tout de suite derrière avec 2 défaites contre Houston et Indianapolis. Et ensuite, 3 victoires d'affilée. Les Rams, rien que ça, les Panthers et Jacksonville avant la bye week. Et donc à la bye week, nos amis des Bears, ils sont 4-2 et on se dit, mais peut-être qu'il se passe quelque chose à Chicago. Et patatras, de la week 8 jusqu'à la 17e, ce sera une longue litanie de défaites. Ils ne sauveront l'honneur qu'en toute dernière journée contre les Packers de Green Bay, à Green Bay certes, pour finir sur ce peu glorieux bilan de 5 victoires et 12 défaites. Alors, ce qui a pêché particulièrement, ça a été cette attaque qui a fini 28e de la ligue avec 18,2 points marqués par match, 31e à la passe, 25e au sol. Il n'y a vraiment pas de quoi en être fier, mais on avait en même temps l'arrivée donc d'un quarterback dont on attendait beaucoup. Il s'agit bien sûr de le Messi de Chicago. Le 6, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il manquait de beaucoup de choses, notamment d'abord de protection, puisque comme tu l'as dit, il a été vraiment traité, 60 sacs encaissés. Alors ne mettons pas tout sur le dos de sa ligne. Caleb Williams, une de ses grandes forces, c'est sa mobilité. Une de ses grandes faiblesses, c'est sa mobilité, ou plus exactement son manque de ce qu'on appelle la pocket awareness, c'est-à-dire cette tension à vouloir étirer les jeux, tout prix à faire le jeu, même lorsqu'on est sous pression et que l'on est sous le rush, et à ne pas savoir quand lâcher sa balle. Il a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Parce qu'au niveau des skills players, on ne peut pas dire qu'il ait été à l'abandon, puisque non seulement DJ Moore avait été recruté l'année dernière afin de lui servir de cible, mais en plus, on avait fait venir via la draft le receveur Rome Odunze, qui était vraiment un des joyaux de la couronne de cette draft, et il n'a pas déçu, 54 réceptions, 734 yards et 3 touchdowns, et il est appelé à devenir la cible principale de Caleb Williams. Tout ça, est-ce que ça va prendre un step, va avancer un petit peu plus? On l'espère, d'autant qu'il y a eu une grosse arrivée au poste de head coach. Oui, il y a une grosse arrivée, justement, on va en parler avec Vince, de cette arrivée, c'est l'arrivée de Ben Johnson, l'ancien coordinateur offensif des Lions, qui connaît extrêmement bien cette division NFC Nord, puisque, comme je viens de le dire, il était chez les Lions, et donc rival de division des Bears de Chicago. On dit de Ben Johnson souvent que c'était le génie qui faisait que cette attaque des Detroit Lions marchait superbement bien. Là, il a des nouvelles armes à disposition. Il faut qu'il fasse passer un step à Caleb Williams. Il y a des joueurs qui sont arrivés, et pas des moindres, qui sont arrivés en renfort sur la ligne pour sécuriser aussi cette ligne offensive. Est-ce que Ben Johnson est l'homme de la situation pour faire step up Caleb Williams et faire revenir les Bears sur le devant de la scène? On le verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il a un défi de taille, un défi gros, immense à relever, parce que cette division est dure, cette division est âpre, on en a parlé, et en plus de ça, les Bears sont souvent, ces derniers temps en tout cas, dans les 2 derniers de la division. Donc c'est vrai que là, il y a un gros défi. Ben Johnson était le gourou un peu de cette attaque chez les Lions, tu l'as dit. Ce mouvement, c'est aussi une des grosses raisons pour laquelle cette division est très difficilement lisible cette année. Parce que eux, ça fait une grosse arrivée aux Bears, mais ça fait une grosse départ des Lions aussi, on en parlera. Ouais. Mais effectivement, il va falloir voir comment les Bears se préparent, vont gérer cette arrivée-là, et comment lui va gérer son poste de head coach. Parce que, mine de rien, quand on est coordinateur, on n'est pas le gérant de toute l'équipe. On est certes le gérant de l'attaque quand on est offensif, coordinateur offensif, mais on a quelqu'un au-dessus de nous. Là, c'est lui le patron. C'est lui qui va devoir gérer tout ça, mettre tout ça
en scène pour que ça marche. Et surtout, la grosse incertitude, c'est Caleb Williams. Caleb Williams, pour en parler rapidement, il a fait quand même, somme toute, une bonne saison, une saison assez mitigée, mais plutôt une bonne saison au vu de l'état de sa ligne. Ce qu'on a fait, et ce qu'ont fait les Bears, c'est « Ok, on a vu que tu t'es fait saquer, on va te donner tous les moyens pour que tu réussisses. » On lui a mis les moyens pour qu'il réussisse. Il va avoir une pression sur lui, le bonhomme, ça va être assez costaud. Donc ça, il va falloir qu'il s'en méfie, il va falloir qu'il vive avec, il va falloir voir comment on s'en sort, parce que, ok, on a mis des hommes dans la ligne, mais en termes de cible et en termes de running, ça a un peu step up, je trouve, mais c'est pas non plus... Ils sont notamment allés chercher Colson Loveland, le tight end, à la Voilà. draft. Oui, mais c'est vrai que ça reste, c'est pas l'escouade de receveurs et de tight end qui est la plus impressionnante de la ligue, on va pas se mentir. Et puis en fait, je pense qu'il avait aussi un peu besoin de ça, mine de rien, de se faire un peu aiguiller dans ses choix de passe, tout ça, par justement ces hommes qui connaissent, par des vétérans. J'attends de voir un peu comment ça va se passer. Vous me connaissez, je n'aime pas les grandes bouches, et vous savez très bien que j'ai encore en travers de la tête la phrase qu'il avait dit en début de saison l'année dernière. J'espère qu'il ne fera pas la même cette saison et qu'il aura l'honnêteté de prendre un petit peu plus de recul, d'attendre de grandir tranquillement et de ne pas se mettre lui-même la pression et de ne pas braquer, que lui ne fasse pas braquer toutes les caméras sur lui. Juste un petit dernier mot, Seb, sur la défense des Bears, parce que l'an dernier, c'était, si je ne m'abuse, la 5e pire en nombre de yards concédés. On sait que la défense des Bears, historiquement, c'est ce qui a fait une grande part de leur succès. Est-ce que pour toi, c'est aussi par là, on a beaucoup parlé de Caleb Williams et de Ben Johnson, qui était un coordinateur offensif. Est-ce que la défense va avoir un rôle primordial dans cette division et dans ce renouveau des Chicago Bears? Il y a forcément des grosses attentes autour de cette défense, et notamment en raison de l'arrivée de Dennis Allen en tant que coordinateur défensif. Faut pas oublier que Dennis Allen, même s'il a été très controversé sur son passage en tant que head coach à la Nouvelle-Orléans, sa défense, elle s'est très bien placée toujours dans certaines catégories, notamment dans la couverture en homme à homme. Ils étaient 5e à ce niveau-là en NFL, là où Chicago ne l'utilisait qu'aux alentours de 15% du temps. Cette défense, c'est surtout par le sol qu'elle est morte. La saison 28e défense sur le jeu de course, il faut absolument step up à ce niveau-là. Néanmoins, il y a du talent. Montez Sweat est toujours là. Alors, Montez Sweat, on dira que c'est 5,5 sacs seulement, mais il a une action sur le QB adverse qui est de 14,4%. Ce qui veut dire que même s'il termine pas le boulot, il pénètre, il met de la pression et il occupe des linemen et des bloqueurs. Ils ont enregistré l'arrivée de Grady Jarrett d'Atlanta, qui amènera de l'expérience, même s'il est un petit peu en fin de course, ce joueur. Mais surtout, on a l'arrivée de Dayo Odeyingbo de Indiana. 3 sacs, 31 plaquages en 2024. Il a signé pour 3 ans et 48 millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un defensive end qui peut jouer defensive tackle également. Et en parlant de defensive tackle, Jarvon Dexter sera surveillé. C'est sa 3e année. Il a réalisé 5 sacs en 2024. On attend qu'il progresse pour cette saison 2025-2026. Du côté des linebackers, mais celui qui répond toujours fidèle au poste, c'est Tremaine Edmunds, plus de 1000 snaps joués en 2024 et 110 plaquages. Et dans le backfield, Jalen Johnson, le cornerback, qui est du calibre Pro Bowl, 53 plaquages, 2 interceptions en 4. Mais cette défense, elle a absolument besoin de déguiser son agressivité pour pouvoir survivre dans un qui va être particulièrement rude. Ouais, ça va être difficile. Oui, mon vite. Pour revenir sur ce que disait Seb, effectivement, la pression de la ligne défensive des Bears, on la voit grâce à une stat, c'est notamment la défense à la passe de cette équipe l'année dernière. Ils sont premiers en nombre de TD encaissés, avec seulement 17 TD à la passe encaissés, 3e en termes de tentatives de jeu à la passe
subis. Donc, en fait, ça veut clairement dire que les équipes choisissent de courir au sol, alors pour deux raisons. D'une, parce qu'ils savent qu'ils sont plus perméables au sol, et de deux, parce qu'il y a une ligne offensive forte, dominante, une ligne défensive, pardon, forte et dominante, qui leur permet, qui empêche le QB adverse de s'exprimer pleinement. Donc oui, et il faut insister sur cette ligne défensive qui continue là-dessus. Par contre, attention, je trouve qu'elle est un petit peu trop monocentrée sur la chasse au QB et pas forcément sur le blocage de trous en termes de course au sol. Et comme l'a dit Seb, à mon avis, ça va passer par là. Les safety, les cornerbacks sont bien installés. Il va falloir que le strong safety, quand il joue, et les linebackers prennent plus de place et soient plus durs à l'impact. C'est pas forcément le fait d'être présent, mais d'être dur à l'impact. Moi, je les ai trouvés un petit peu sur le reculoir, subissant les plaquages l'année dernière. On passe aux Packers de Green Bay, les Green Bay Packers qui avaient l'an dernier terminé 3e de leur division avec un bilan de 11 victoires, 6 défaites, qui leur avait permis néanmoins de se qualifier pour les playoffs où ils avaient été éliminés par les futurs champions en titre, les Philadelphia Eagles. Les Packers l'an dernier, ça a été plutôt régulier, plutôt pas mauvais dans la première moitié, même plutôt bon. Ils sont arrivés en bye week, ils étaient 6 victoires, 3 défaites, et derrière il y a eu une vraie envolée avec une victoire contre les Bears, une victoire contre les 49ers, une victoire contre les Dolphins, une victoire contre les Seahawks, une victoire contre les Saints. Sur ces 5 victoires-là, 4 fois, ils ont passé les 30 points. Pourquoi ? Parce que Jordan Love avait notamment trouvé chaussure à son pied avec notre ami élémentaire Watson avant que ce dernier se blesse, se fasse mal au genou. C'était, je crois que c'était les ligaments croisés pour Watson, et forcément ça a baissé la production offensive des Green Bay Packers. La question, mon Seb, c'est est-ce que maintenant, avec l'arrivée de Matthew Golden notamment lors de cette draft, on sait que chez les Packers c'est pas tout à fait dans les habitudes de la maison d'aller chercher un receveur en premier tour, est-ce que cette attaque va être encore plus dynamique et Jordan Love va pouvoir encore plus s'exprimer? La draft de Matthew Golden, elle s'explique surtout justement par la blessure de Christian Watson et une volonté de fiabiliser en quelque sorte ce corps de receveurs. Il y a un autre receveur dont tu n'as pas parlé, c'est Jayden Reed, qui a été lui aussi fidèle au poste, 55 réceptions, 857 yards, 6 touchdowns. D'ailleurs, heureusement qu'il a été là pendant l'absence de Christian Watson. Un petit mot quand même sur les résultats des Packers cette saison. C'est quand même une équipe qui a eu tendance à être fort contre les faibles et faible contre les forts. Parce que si on regarde les victoires, notamment première moitié de police, il y a Tennessee, il y a Arizona, il y a Houston qui est so-so, ça dépend vraiment de la période de leur saison. Il y a Jacksonville, mais contre des équipes comme Philadelphie, Minnesota ou Détroit, ils n'ont pas été capables de signer le contrat, de signer le deal. Et même en deuxième partie de saison, deuxième défaite contre Détroit, une deuxième contre les Bears. Je pense que la défaite en fin de saison sur Chicago a pas tant d'impact que ça, mais ça reste une défaite dans leur propre poule. Donc le bilan à l'intérieur de la division, il n'est pas super brillant pour les Packers. Et c'est là-dessus qu'il va vraiment falloir travailler, parce que néanmoins, statistiquement, l'ensemble, il est plutôt sain. L'attaque, elle a fini 8e en scoring, 12e contre la passe, 5e contre la course. Jordan Love, on pourrait trouver à redire 3389 yards, 25 touchdowns, 11 interceptions, c'est beaucoup. Je pense qu'il a pâti de sa blessure au genou, parce qu'en début de saison, on l'a quand même vu chercher à se débarrasser rapidement du ballon, à précipiter ses passes pour tenter de se protéger. On ne peut pas lui vouloir intégralement de vouloir protéger son intégrité physique, mais ces 11 interceptions, il y en a une certaine partie qui sont là. Donc il va falloir fiabiliser un petit peu tout ça. Moi, là où j'ai de l'espoir, c'est que l'environnement de Green Bay, il est sain. Totale reconstruction. La reconstruction, elle a été amorcée il y a déjà 2 saisons. Ils ont su négocier l'après Aaron Rodgers, qui aurait pu être un véritable écueil pour eux. Et l'environnement à Green Bay, il est bon, il est sain. Il y a tout ce qu'il faut pour continuer à construire et pour passer encore une étape la saison prochaine.
Oui, et on va avoir vraiment cette équipe de Green Bay, Vince, tu vas me dire où toi tu la situes, parce que moi c'est une équipe que, alors j'ai vraiment rien contre, rien pour, c'est vraiment que je suis neutre vis-à-vis des Packers, mais j'ai du mal à la situer. Tu vois, l'an dernier, je me disais, tiens, il m'est arrivé de regarder le calendrier en me disant, bah tiens, les Packers sont à 9 victoires, sont à 10 victoires, parce que c'est une équipe dont on n'a pas beaucoup parlé finalement la saison dernière. On parlait beaucoup des Vikings, on parlait beaucoup des Lions dans la division, et on avait tendance à un peu oublier les Packers qui étaient pourtant juste derrière, qui étaient vraiment pas loin. Tu la situes où, toi, pour 2025, cette équipe des Packers? Je la situe dans la continuité. Ça va être difficile d'avoir un bilan identique, on va dire, parce que effectivement, Seb l'a dit, ils ont beaucoup gagné contre les faibles. Là, je sais pas avec quelle, j'ai pas regardé, je me souviens plus. Pardon, avec quelle division ils croisent, tu te souviens pas? Je vais te chercher ça pendant que tu continues ton propos. Mais, bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, la division, elle va être encore plus compliquée l'année prochaine, que l'année dernière, pardon, puisque les Bears, qui étaient un peu plus faibles, remontent beaucoup, on vient d'en parler. Après, il va falloir voir effectivement ces Packers, comment ils s'en sortent. Moi, je les situe relativement haut. Je les vois bien. J'aime beaucoup la stabilité qu'a cette franchise. L'ambiance de la ville et l'histoire de cette franchise me plaît. Et puis, le saviez-tu un petit peu, mais quand la réponse est dans la question, forcément, Brett Favre, pardon, il gagne son Super Bowl, il a 27 ans. Aaron Rodgers gagne son Super Bowl avec les Packers, il a 27 ans. Jordan Love, il a quel âge? 28. 27 ans. T'imagines le mec, le truc il marche pas du tout. 28. Donc voilà, il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Alors ne s'arrêtons pas à ce chiffre-là forcément, hein, on est bien d'accord. Mais tout ça pour dire que c'est une équipe qui est complète, vraiment complète. L'année dernière, elle finit 8e en points marqués, 6e en défense encaissée. Ils sont complets un peu de partout. Il n'y a pas vraiment de points faibles. Il n'y a pas de points hyper forts comme on peut l'avoir avec le trio offensif des Bengals, par exemple. Mais c'est complet. On n'arrive pas à trouver vraiment de trous où passer, de vraiment grosses faiblesses dans cette équipe. Peut-être qu'au final, la seule faiblesse, c'est de ne pas avoir un énorme leader, parce que Jordan Love, pardon, il est bon. Maintenant, est-ce qu'il a la capacité et les épaules pour tenir une équipe, la monter devant les médias, devant tout le monde et d'amener tout le monde au combat? Je ne sais pas vraiment. J'espère pour eux. Mais quoi qu'il arrive, c'est une très très belle équipe dans sa construction. Pour en revenir sur le calendrier, puisque la question était posée, les Green Bay Packers vont croiser avec l'AFC Nord. On en a parlé mercredi. Il y a le croisement NFC Nord AFC Nord cette année qui est assez sympathique. Ils vont croiser également avec la NFC Est, donc avec les Eagles, avec les Cowboys, avec les Giants, avec les Commanders. Ah oui, le calendrier n'est pas facile là. Et ils ont en plus un match contre les Cardinals et un match contre les Panthers pour des matchs interdivision, là aussi contre des troisièmes de division de l'année dernière. Donc voilà, ils croisent aussi avec une équipe d'NFC Ouest, une équipe d'NFC Sud, qui avait fini au même rang, puisqu'on rappelle que c'est comme ça qu'est constitué le calendrier. D'ailleurs, ça me permet de rappeler que tous les calendriers des 32 franchises sont disponibles sur The Playoff. Il y a un article par franchise. Si vous cherchez une franchise, il suffit de taper calendrier Green Bay Packers par exemple sur Google et vous allez trouver très rapidement le lien. Il y en a une par franchise, donc vous trouverez le calendrier très très facilement pour votre franchise préférée. Pas que les calendriers, on a fait toutes les previews. Oui, bien sûr, il y a les previews qui sont faites également et les previews qui sont aussi disponibles au compte-gouttes, au jour le jour, sur le compte, en vidéo sur le compte de Mathieu Van Ball, bien évidemment, qui nous fait des magnifiques previews vidéo tous les jours sur Instagram. N'hésitez pas à aller les liker, les reposter et commenter. Ça nous fait toujours plaisir, que ce soit à Mathieu ou à nous, Mathieu, que l'on salue, bien évidemment. On n'a pas parlé de la défense des Packers, avec notamment, Seb, la perte de Jair Alexander. C'est quand même pas rien. Alors oui, il était beaucoup blessé, oui, tout ça, mais c'est quand même un maillon important. C'était un maillon important, ne serait-ce que dans la depth chart des Packers. Et l'arrivée de Nate Hobbs.
La perte de Jair Alexander, oui, elle a fait énormément parler, bien sûr, puisque c'était un des joueurs emblématiques de cette défense. À défaut, il faut bien le dire, depuis quelque temps, de briller par ses performances, mais il a connu beaucoup de pépins physiques au cours de sa carrière. Difficile de le blâmer. Peut-être aussi, alors là c'est un autre point, son attitude. Jair Alexander, c'est quelqu'un, on va dire, qui ne mâche pas ses mots pour parler par euphémisme. Il a peut-être aussi payé ça, et c'est peut-être ce qui a aussi pu entraîner son transfert. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours dans le backfield Xavier McKinney. Oui. 17 interceptions en 2024, dont 5 réalisées en 5 matchs lors des 5 premières rencontres de la saison. Bon, les défenses se sont ajustées quand même. Et ont beaucoup moins lancé sur lui, parce que quand tu as un aspirateur à ballon de ce niveau-là dans une défense, tu as tendance à rectifier tes passes. Et malgré ça, alors si je devais trouver moi un point sur le râler un peu, râler relatif sur cette défense qu'on la passe, elle est tout juste 13e, elle est tout juste au-dessus du milieu de tableau de la NFL, et c'est peut-être le point gênant, et ça va faire rencontrer au hasard Détroit-Washington, qui je crois sont leurs 2 premières rencontres de la saison à venir. Et ce qu'il y a d'assez curieux à mon sens, c'est qu'ils n'ont pas cherché de renfort à la draft dans ce domaine. Ouais, pour compléter ce que dit Seb, c'est un peu ce qu'on disait avec les Bears en fait. C'est le pass rush qui manque un peu chez les Packers. Je trouve ce pass rush un petit peu faiblard. Ils sont beaucoup plus durs au contact, et par contre ils sont un petit peu faibles. Et puis il faut aussi en parler. Un des gros points forts de ces Packers, c'est Lambeau Field, l'ambiance du Lambeau Field, l'ambiance de Green Bay et le climat à partir de novembre-décembre, aller jouer au Lambeau Field. Et c'est pas évident quand on voit le climat qui se fait là-bas. Donc c'est un gros atout. Ils vivent avec ça, ils le connaissent, et voilà, ça fait partie de cette histoire de la NFL qui est si forte avec cette équipe-là. On rappelle que Green Bay, si je dis pas de bêtises, c'est 250 000 habitants, non? C'est un truc comme ça, je crois. Alors, je n'ai pas le nombre d'habitants dans la ville. Faudrait demander à Kevin. J'ai parti à Green Bay visiter le Lambeau Field ces derniers jours, et qui nous a fait un magnifique papier d'ailleurs. 105 000 habitants. 105 000 habitants, ouais. C'est Dunkerque. Juste la ville, c'est même pas je te parle pas de l'agglo, mais juste. C'est Dunkerque. C'est le même climat. Il nous manque juste le Lambeau Field et on est bon. C'est pas la mer qui est à côté, c'est le lac, mais bon, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est tout. La température de l'eau est la même, donc pas de sujet là-dessus. C'est à peu près la même chose, donc ça va. Voilà. Non, mais alors je sais plus le chiffre d'interception que tu as dit de Xavier McKinney, mon cher Seb. Mais moi, alors c'est peut-être mes oreilles vieilles j'avais entendu 17 interceptions dans la saison. Alors je ne sais pas ce que. Non, c'est 17 pour l'équipe. Ah d'accord, c'était 17 pour l'équipe. 17 pour l'équipe, pardon. Autant, non, mais c'est pour moi qui ai peut-être mal compris. Non, c'est ma langue qui a fourché. 17 pour l'équipe, très bien. Voilà, c'est ma langue qui a fourché, c'est 17 pour l'équipe. L'équipe est leader d'ailleurs dans ce domaine de la NFL la saison passée. Autant pour moi, je me suis mal exprimé. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est juste parce que on va toujours avoir un petit râleur dans le coin qui va nous dire vous avez dit. Donc, là, comme ça, on va voir si le râleur qui aura raison. Quelqu'un qui aurait raison, en l'occurrence, si j'avais dit Xavier McKinney, 17 interceptions pour lui, je me suis mal exprimé. Ça aurait été bien il aurait peut-être été défenseur, des joueurs défensifs de l'année. Je pense. Ouais. Peut-être une chance. Je pense. Ouais. D'ailleurs, il fut dans la discussion. Xavier McKinney. Pour corriger celle, c'est pas la première en termes de nombre d'interceptions. Les Packers, c'est les 3e, puisque devant, on a une autre équipe de cette division. On a les Vikings, on en parlera juste après. Et on a effectivement aussi, attendez que je le retrouve, je l'avais noté, on a les Texans qui ont 19 interceptions aussi. Très bien. Autant pour moi.
on est complet sur... Bon, enfin, ils étaient très bons en interception, et puis on va pas y passer l'année non plus. Hein, on va pas non plus faire toute l'année, surtout que le temps nous commande de passer à une autre franchise, puisque nous en sommes à 30 minutes d'émission et que nous faisons en gros un petit quart d'heure par équipe pour que chacun puisse être traité de la même manière. C'est comme ça chez The Playoff, c'est l'égalitarisme, c'est le... Voilà, nous sommes comme ça, nous sommes pour... Même les Browns. Mais alors là, les Browns ont eu 20 minutes parce que c'est les Browns, c'est nos chouchous, mais les autres ont eu 15. Voilà. Seb, j'ai dû faire un message dans le chat interne pour leur demander d'arrêter de parler des Browns parce qu'ils n'arrivaient pas d'en parler. Et je voyais le temps passer, je n'en pouvais plus. Très sérieusement, je pense qu'on va beaucoup parler des Browns la saison prochaine. Pour plein de raisons, mais je pense qu'on va beaucoup en parler. Alors, ça s'est à peu près passé comme ça pour ceux qui auront écouté le podcast AFC Nord. On parle de ce message dans le chat qui arrive donc à peu près au bout de 12 ou 13 minutes d'émission. Et ensuite, c'est Vince qui relance à 2 reprises sur les Browns. Donc, preuve que ce n'est pas nous. Si on a fait 20 minutes, c'est pas moi et Flo, c'est bien le seul et l'unique responsable. Alors, on passe aux Vikings du Minnesota. Alors, les Vikings, c'est quand même l'équipe l'an dernier que personne n'avait vu venir. On partait en début de saison dans les prédictions, le fameux live prédiction qui arrivera le mercredi avant le début de la saison. Beaucoup mettaient les Vikings dans le fond du camion, au fond de la division, et il y avait pas beaucoup d'espoir. Départ de Kirk Cousins, arrivait d'un quarterback qui en plus s'était blessé pendant la pré-saison, donc on se disait bon bah ils y vont avec Sam Darnold, voilà ça va être voilà. Et puis voilà Tipa, que Kevin O'Connell a fait des miracles et qu'on se retrouve avec des Vikings à 14 victoires et 3 défaites, 2e de la division. C'est tout simplement, Vince, incroyable. Ouais, c'est incroyable, c'est inimaginable. Ça fait clairement partie je pense que c'est l'équipe la plus surprenante de l'année dernière. Il y en a une deuxième suivant mon regard, mais oui, c'est les 2 énormes surprises l'année dernière. En tout cas, les Vikings, on les attendait vraiment pas à ce niveau-là. Sam Darnold, qu'est-ce qu'il nous a fait et puis O'Connell, moi j'ai un immense respect pour ce coach. Je trouve qu'il a apporté quelque chose, une sérénité dans ce vestiaire. C'était clairement du jouer votre jeu. On le sentait en fait. Il dégageait quelque chose de fou. La saison dernière, quand même, c'est incroyable. Il débute avec 5 victoires pour commencer la saison, avec les Giants et les Niners. Alors, les Niners, quand ils les battent, c'est pas encore on n'est pas sûr d'avoir les Niners qu'on va avoir finalement toute la saison. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir. Mais derrière, ils battent les Texans, les Packers, les Jets, ok. Ils perdent contre les Lions et les Rams, et ensuite ils enchaînent de la week 9 à la week 17 que des victoires, avec vraiment des bons scores en plus. Non, j'ai pas grand chose à redire sur cette équipe l'année dernière. C'était simplement très très bon. Ils étaient dans leur momentum, ils en ont profité. Ça se traduit par une 9e place en termes de points marqués en attaque, une 5e en termes de points encaissés en défense. Premier en termes de turnover provoqué, premier en termes d'interception provoquée. Vraiment, ils ont été forts sur le pass rush, forts sur la défense au contact, forts sur les plaquages pour perte. Je crois qu'ils sont dans une des premières équipes aussi à en réaliser. C'est complet, c'est vraiment complet. Maintenant, pour parler de ce qui va arriver cette année, on va repartir avec DJ McCarthy, puisque adieu Sam Darnold qui est parti du côté de Seattle Seahawks. Il va falloir tout remettre en place. Pour autant, on remet en place une attaque. La défense n'a pas excessivement changé. Il y a eu quelques petits départs, même quelques gros départs, mais il n'y a pas eu énormément de gros changements fondamentaux dans cette défense. Je pense qu'ils vont avoir à peu près la même confiance quand ils vont rentrer sur le terrain. Pour autant, il y a quelques petits changements il va falloir s'adapter à ces petits changements. Il va falloir compenser certains départs et surtout si la clé est sur TJ McCarthy, s'il arrive à garder un petit peu la balle et à avancer,
ça mettra sa défense dans les meilleures conditions. Et donc, c'est l'engrenage, quoi. Derrière, on arrive à avancer bien mieux. C'est peut-être la plus grosse des questions avant d'arriver dans cette saison 2025 pour les Vikings, c'est JJ McCarthy. Les clés lui avaient été données en 2024, il y a eu cette blessure terrible. Alors, ce n'est plus un rookie parce qu'il a été choisi en 2024, mais n'empêche qu'il va faire ses débuts en saison régulière NFL lors de cette saison qui arrive. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que les Vikings ont raison de lui faire confiance? Ils ont quand même mis de quoi faire sur la ligne pour le protéger, avec notamment 2 grosses arrivées cette saison. En effet, l'arrivée de Ryan Kelly et de Will Freeze, et également à la draft, les Vikings, au premier tour, ils prennent un garde, ils prennent Donovan Jackson. Donc, je pense que le souci numéro 1 des hommes de McCarthy, c'est... le souci numéro 1 vis-à-vis de JJ McCarthy, c'est qu'il soit protégé. Certes, il n'est techniquement pas un rookie, mais c'est sa première année en tant que joueur effectif. Voilà, il va cette saison. Donc, les Vikings ne savent pas ce qu'ils ont. Alors, je n'ai pas regardé leur match de pré-saison. J'ai vu des échos des training camps, des derniers jours de training camp qui étaient pas très, très rassurants. Est-ce qu'il faut le prendre pour argent comptant? Je me garderai bien de donner une opinion là-dessus, c'est beaucoup trop tôt. Mais malgré tous les jouets qu'il peut avoir autour de lui, il faut même rester très circonspect et espérer qu'il sera mis dans les meilleures conditions possibles. Les meilleures conditions possibles, c'est la protection, c'est également l'entourage, les skill players. Alors, au niveau des receveurs, inutile de dire que à Minnesota, on est quand même bien garni avec Justin Jefferson et Jordan Addison. 1533 yards, 10 touchdowns pour l'un, 875 yards, 9 touchdowns pour l'autre. On pêche peut-être un peu au niveau du jeu au sol, qui s'est classé 19e la saison passée. On sait que pour des jeunes quarterbacks, le jeu au sol, ça peut être important parce que ça soulage énormément une certaine forme de pression qui peut être mise sur eux. Néanmoins, Aaron Jones, il n'a pas démérité, 1138 yards et 5 touchdowns. Petit point d'interrogation sur ce plan-là. Mais, en effet, beaucoup de choses peuvent mal se passer et on ne peut pas dire qu'on repart intégralement sur les mêmes bases que la saison dernière, même s'il y a un noyau de joueurs qui est encore très important. Il y a un changement derrière le centre qui est majeur. Pour toi, JJ McCarthy, ils ont raison, Vince, de continuer dans leur stratégie, au moins voir si ça marche, parce que il y a quand même ce biais-là où on peut se dire aussi, si ça se trouve, ce sera un bust de la draft, de plus, il y en a eu des centaines, mais on peut pas le condamner. Ils auraient pu prolonger Sam Darnold, ils auraient pu tout ça, mais ça voulait dire mettre JJ McCarthy sur le banc et du coup se contredire eux-mêmes avec le choix qu'ils avaient fait en 2024. Tu as donné l'argument que j'allais te donner, c'est-à-dire que oui, ils n'allaient pas se contredire eux-mêmes sur ce qu'ils ont fait dans la draft. Ils étaient partis sur ce choix-là en pick numéro 1. Pour leur pick numéro 1, pardon. Et oui, je pense qu'ils ont toujours confiance en ce jeune quarterback. S'ils le mettent là, c'est qu'ils ont vu quand même des qualités. Je suis intimement convaincu qu'il a les qualités pour y arriver. Il semble assez mobile, il semble assez serein. Et puis mine de rien, même s'il n'a pas pris la snap, il a appris auprès de Sam Darnold. À partir du moment où ils partent du principe que ils veulent faire de JJ McCarthy leur titulaire, je trouve que c'est une très bonne idée de laisser partir Darnold, parce que faire asseoir un QB qui finit à 11-4 l'année d'avant, alors que 13-4 l'année d'avant, alors que tout le monde dit que c'est justement une année où il ne doit jamais finir avec ce tel score, on ne le comprendrait pas trop. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon move d'avoir fait ça. Il va falloir faire très attention au calendrier du côté des Vikings. Ils commencent par un duel de division contre les Bears à Chicago. Après, ils reçoivent les Falcons. Ils enchaînent derrière avec les Bengals et les Steelers. C'est pas gagné, c'est compliqué. Ils vont chez les Browns.
bye week et après, c'est l'enfer puisqu'ils vont chez les Eagles, ils reçoivent les Eagles, pardon, ils vont chez les Chargers, ils vont chez les Lions, ils reçoivent les Ravens. Autant dire qu'en week 10, ça peut aussi avoir son importance. Ils peuvent être en négatif parce qu'il y a vraiment de très très grosses écuries en phase 2. On n'en a pas parlé, juste Seb, un tout petit mot. Je te fais beaucoup parler de la défense, je suis désolé ce soir, mais on a quand même eu l'arrivée avant la saison 2024 de Brian Flores au poste de coordinateur défensif. Ça a fait passer cette défense qui était pas très bonne en 2023. On se rappelle de ce match notamment en playoff contre les Giants où ils avaient été clairement dominés par Daniel Jones à l'époque. Ça fera plaisir aux fans des Giants. Mais on a eu l'arrivée de Brian Flores et tout de suite la défense a step up. On a eu vraiment une défense dominante et Vince en a parlé tout à l'heure sur cette saison 2024. Est-ce que pour toi elle peut aller encore plus haut? Est-ce que ce serait peut-être même pas encore un peu amélioré cette saison? Il y a de la marge de progression encore pour sa défense, notamment contre la passe. Elle s'est classée 28e en défense contre la passe. Elle a encaissé 114 yards, et 24 touchdowns. C'est beaucoup. Elle est dominante au sol, puisqu'elle se classe 2e. Et pour essayer de relancer cette défense anti-aérienne, on a étoffé Nathan Allen et celle de Javon Hargrave. Et on espère qu'ils vont de façon heureuse bien compléter Jonathan Greenard, 12 sacs l'année dernière, et qui est lui-même secondé par Andrew Van Ginkel, 11 sacs et demi et 2 interceptions relancées pour des touchdowns la saison dernière. Je pense tout de même que ça indique une direction, c'est que le rush va être l'arme principale de cette défense. Donc il faut s'attendre à avoir un front seven particulièrement agressif et beaucoup de rush, beaucoup de blitz de la part de cette défense. Juste un dernier mot, Vince, aussi sur il y a eu la suspension d'Addison pour les 3 premiers matchs. Est-ce que tu penses que ce genre d'événement ça peut gêner? Tu parlais du début de saison qui était pas facile mais que la suite était encore pire. Est-ce que cette suspension de 3 matchs peut à ton avis jouer dans ce lancement de saison et se dire si ça se passe pas très bien au début, amener une saison presque galère du côté du Minnesota? Ça se peut. Après, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont au courant et que donc ils peuvent prévoir toutes les issues pour y pallier. En tout cas, je pense qu'un tel joueur, il vaut mieux qu'il le sache et qu'il soit suspendu les 3 premiers matchs, plutôt qu'il soit pas au courant et qu'après le premier match, il soit suspendu 3 matchs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, là, ils ont le temps de se retourner, ils ont le temps de prévoir les plans de jeu qui vont avec. Il ne faudra pas se réfugier derrière ça. C'est ça que je veux dire. Ça peut jouer, mais il ne faudra pas se réfugier derrière ça. Ça ne sera pas entendable, je pense. Non, clairement, la division est compliquée. Ils croisent avec des divisions compliquées. Le calendrier est très difficile. Cette division, on l'a dit en préambule, elle est très très difficile à lire. Et on n'a pas parlé de la dernière équipe. On y vient et voilà, c'est pareil pour les 4. On y vient tout de suite. C'est même une passe décisive à la JJ McCarthy ou à la Jared Goff. Regarde, hop, tout de suite une passe magnifique que je réceptionne tel Justin Jefferson, puisque je ne suis pas le meilleur receveur de La Rochelle, mais j'ai quand même quelques talents au niveau de mes mains. Je la réceptionne donc parfaitement pour aller jusqu'à la end zone parler des Detroit Lions. Les Lions. C'est toi qui fais la balle, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Les Lions de Détroit, d'ailleurs, on en profite pour saluer Benjamin Bernard, le fan le plus célèbre des Lions de Détroit. En France, les Lions vont donc essayer de défendre leur titre de division, un titre acquis, je vais pas dire dans la douleur, mais quand même, ils ont dû batailler fortement l'an dernier pour l'avoir. C'est 15 victoires, 2 défaites, ça s'est joué, on se rappelle, sur ce dernier match entre les Lions et les Vikings en prime time lors de la Week 18, qui a eu une grosse incidence d'ailleurs, puisqu'après les Vikings ont dû aller jouer leur match à l'extérieur en playoff. C'était du côté de Glendale, puisque le match contre les Rams avait été délocalisé en raison des incendies à Los Angeles à ce moment-là. Bref, revenons aux Lions de Détroit, qui ont donc réussi une nouvelle fois une excellente saison. On sait que les Lions, ça a été compliqué pendant des années. Là, ils les voilà revenus
sur le devant de la scène. Ils dominent la division. Ils avaient un trio de coach parfait, presque. Dan Campbell à la tête, Aaron Glenn en défense, Ben Johnson en attaque. Sauf que voilà, Aaron Glenn est parti du côté des Jets. Ben Johnson, on en a parlé tout à l'heure, est parti du côté des Bears. J'ai envie de dire, Seb, table rase et puis on repart de zéro. Ça y ressemble. Pour Détroit, les plus gros changements de l'intersaison, ils n'ont pas eu lieu sur le terrain, ils ont eu lieu sur la touche, hein, comme tu l'as dit. Ben Johnson, il est peut-être considéré comme, pour beaucoup, comme la plus grosse perte pour les Lions. Hein. Il est largement crédité comme responsable de la force de l'attaque de Détroit. Hein. N'oublions pas qu'elle a fini première de la ligue, deuxième à la passe, sixième au sol, avec 33,2 points marqués par match. C'est considérable, mais la perte d'Aaron Glenn, ça n'est pas rien non plus, parce qu'il avait beaucoup œuvré dans la défense, notamment contre le jeu au sol, qui s'était classé 5e de la ligue. Donc, que va-t-on faire? Et apparemment, d'après John Morton, donc nouveau coordinateur offensif, lui, il n'a pas l'intention de réparer ce qui fonctionne. C'est vrai que on se pose la question de savoir si l'attaque restera constante. Hein. N'oublions pas que c'est une attaque qui a enregistré 263,2 yards par match par les airs et 2488 yards au sol. Au total, 6 matchs à 40 points marqués plus, et ils ont même réalisé l'exploit d'enregistrer 645 yards de gain total sur un match. Une de ses grandes forces à cette attaque, c'est le sol avec ce duo de running back, c'est un vrai one-two punch. Hein. Jahmyr Gibbs, 1412 yards, 16 touchdowns. David Montgomery, 775 yards, 12 touchdowns. Et puis par les airs, on a bien sûr Amon-Ra St. Brown, 1263 yards et 12 touchdowns, et Jameson Williams, 1001 yards et 7 touchdowns. Cette attaque, elle devrait rester explosive. Comme je l'ai dit, Morton n'a pas l'intention de révolutionner quoi que ce soit, donc il faut s'attendre à nouveau à avoir de la play action et avoir beaucoup de passes. Souhaitons que cela fonctionne, et sur le papier, il n'y a pas de raison parce que les joueurs sont les mêmes. Donc, l'effectif n'a pas connu de gros lifting. C'est sur la touche que l'essentiel du changement est fait. On devrait assister à un changement dans la continuité néanmoins pour cette attaque. Pour toi, Vince, justement, toi qui aimes, tu nous dis souvent que tu aimes le jeu plus que les joueurs. Est-ce que le jeu dépend des joueurs qui sont sur le terrain, comme vient de le dire Seb, ou est-ce que les changements de coordinateur peuvent, comme on l'a vu avec Philadelphie il y a 2 ans, hein, quand ils avaient perdu leurs 2 coordinateurs, c'était difficile en fin de saison. Est-ce que pour toi, ces 2 changements de coordinateur, c'est un gros red flag pour les Lions cette année? C'est une grosse incertitude. De là à dire red flag, je n'irai pas jusque-là, mais c'est une très grosse incertitude. Oui, je suis fan des jeux plus que des joueurs, mais pour autant, ce ne sont pas les joueurs qui lancent les jeux. Ce sont bien les entraîneurs. Donc, ça va... Je pense qu'il va falloir que les 2 nouveaux coordinateurs offensifs et défensifs prennent le retour rapide des joueurs sur le terrain. Après, il ne faut pas oublier quand même que le head coach reste le même, Dan Campbell, et que c'est aussi, là aussi, en termes de gourou et en termes de poupée vaudou, il est pas mal non plus, le bonhomme, hein, puisqu'il nous sort tout le temps des petits coups hors de son chapeau, je ne sais pas comment il fait. Il n'a pas de chapeau, ce qui est encore plus étonnant. En plus, qu'il a qu'une casquette. Donc, c'est fou. Mais non, mais voilà, il faut s'attendre à tout avec Dan Campbell. Donc, à voir. C'est pas un red flag. Il va falloir vraiment travailler là-dessus. Il faut prendre le retour des joueurs. Et j'espère que les 2 offensifs et défensifs coordinateurs vont pas arriver en disant je veux tout révolutionner. Je ne pense clairement pas que ça soit le cas et que ce soit la volonté de la franchise et des joueurs. Donc, non, je pense qu'il y aura, comme l'a dit Seb, c'est du changement dans la continuité. C'est surtout prendre ses marques au début,
travailler sereinement ensemble. La première année risque d'être un petit peu compliquée. Par contre, si on arrive à garder un peu de sérénité, si ça clique bien l'année prochaine, ça peut encore le faire, bien sûr. Mais oui, il va falloir travailler un peu et arriver petit à petit à vraiment bien se comprendre. Parce que c'était ça leur force. C'est que l'année dernière, même limite sans parler, ils se comprenaient. Il y avait une telle relation entre les coordinateurs et les joueurs sur le terrain que vraiment ça cliquait super bien. Donc, voilà, moi j'insiste vraiment sur le point O'Connell, Campbell, pardon, pas O'Connell, Campbell, qui lui reste là et reste un peu le grand Manitou de tout ça. Il va nous sortir encore une fois des 4e et 2 sur ses propres 20 yards. Non, ça c'est pas Dan Campbell. Dan Campbell c'est 4e et 22 sur ses propres 8 yards. Ça, c'est Dan Campbell. C'est fake punt, voilà, mais c'est ça qui donne plaisir de regarder les Lions aussi, attention. Hein. Et je vais finir simplement sur cette attaque des Lions vite fait. On sait que la défense est plus facile à mettre en place qu'une attaque, hein, surtout pour un nouveau coordinateur offensif ou défensif. L'attaque l'année dernière, 6 matchs au-dessus de 40 points, dont le fameux dans la défaite 48-42 contre les Bills. On s'en souvient de ce match qui avait été, mais c'était une boucherie offensive des deux côtés. C'était simplement monstrueux. À noter aussi, 2 fois, ils ont passé la barre des 50 points dans la saison. C'est pas toutes les saisons qu'on voit ça. Et ils jouent pas en ELF, hein, donc c'est ce qui donne encore plus de crédit au truc. Non, parce que bon, en ELF, maintenant, on passe les 50 points tous les week-ends, mais en NFL, c'est plus rare. Il y a que des fois, quand tu joues contre les Broncos à Miami, que ça peut éventuellement partir en sucette. Ça peut partir en mousquetaire mercenaries à tout moment, tu vois. Mais normalement, c'est plutôt contenu, les scores, généralement. Qu'est-ce que je veux dire? On a quand même eu... content de partir en vacances. Voilà, on a quand même eu, nous aussi, on a quand même eu aussi, Seb, une avalanche de blessures l'an dernier au niveau de la défense. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a coûté aussi aux Lions de pouvoir aller plus loin avec non seulement des titulaires, on pense à Aiden Hutchinson qui se sont blessés, mais aussi après des remplaçants qui se sont blessés, voire des remplaçants de remplaçants qui se sont blessés aussi, ce qui fait que ça a commencé à être très très compliqué pour eux. Est-ce qu'avec une défense et un Aiden Hutchinson qui pourrait redevenir dominant, est-ce que ça contribuera au succès des Lions cette année? Le départ de Aiden Hutchinson, la blessure d'Aiden Hutchinson, plus exactement, elle a grandement handicapé le pass rush des Lions en 2024. D'ailleurs, pour vous donner une idée de l'empreinte, l'année dernière, je crois que Hutchinson, il reste le meilleur saqueur du club avec 7,5 en 5 matchs. Et toute l'escouade, au total, Hutchinson compris, c'est 37 sacs pour l'année. 37 sacs, c'est vraiment pas terrible pour une escouade. Donc, son retour ne peut que faire du bien. Et il faut d'ailleurs que ce pass rush retrouve de sa superbe parce que la défense aérienne, c'est le talon d'Achille de cette équipe. Hein. Elle s'est classée 30e, c'est beaucoup trop bas. Autant elle brille au sol, autant c'est un peu les portes ouvertes dans le backfield. Et au risque de me répéter dans ce podcast, le succès d'une défense antiaérienne, il passe par un pass rush performant. Donc il faut espérer que le retour d'Aiden Hutchinson se fasse à plein régime. Il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas le cas. Et si l'effectif réussit à rester en bonne santé, oui, ça peut augurer de très bonnes choses. Mais en effet, l'année dernière, ils ont été touchés, en particulier dans le backfield défensif, par une avalanche de blessures, au point que vers la fin de saison, on se demandait comment ils allaient recruter pour présenter un effectif complet. Après, c'est aussi les conséquences de leur style de jeu, hein, qui est quand même particulièrement physique. Et je pense également aussi de leur style de préparation et d'entraînement qui doivent être particulièrement physiques. Je pense également. Que ça s'amuse pas tous les jours du côté des terrains d'entraînement des Lions. Hein, d'ailleurs, dans les entraînements conjoints, bon alors, vous allez me dire ça part souvent en bagarre dans tous les entraînements conjoints, mais c'est vrai qu'avec les Lions, on a souvent des infos, on dit hop c'est parti, hop c'est parti, hop c'est parti. Généralement ça finit, voilà. Je pense que c'est rugueux l'entraînement. Pour revenir sur la défense, effectivement.
elle est bizarre. Il y a des stats vraiment bizarres en fait sur la défense des Lions, mais ça veut aussi, c'est symptomatique. C'est-à-dire que, ça l'a dit, ils sont 30e en termes de yards concédés à la passe. Pour autant, ils sont 2e en termes de TD encaissés à la passe. Et à l'inverse, ils sont 5e en termes de yards encaissés au sol. Pour autant, ils sont 18e en termes de TD encaissés au sol. Ça veut dire clairement que quand on se rapproche de la ligne, les équipes en face décident plus de courir, donc d'avancer moins en termes de yards. Par contre, quand ça passe, ça passe. Voilà. Il y a des trous. Une fois que le premier rideau est passé, ça y va, ça avance. Et également, le rideau proche de la ligne, en fait, sur les défenses dans leurs 20 yards, même dans leurs 10 yards, j'ai envie de dire, eh ben, il y a un gros problème de défense à la course, à ce moment-là. Et par contre, la défense à la passe proche de la ligne a été, de manière générale, toute la saison, assez forte. C'est vraiment ambivalent, cette stat, mais c'est comme ça qu'il faut le lire. Et Steve l'a clairement dit, la défense de la passe, ça passe par une ligne défensive dominante. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que Vince a réussi à passer le mot ambivalent après 56 minutes de podcast sans nous inventer un nouveau mot. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite de la saison qui s'annonce, pour la saison 2025 qui arrive, parce que je commençais à perdre confiance. Et en fait, et ben là, tu vois, tu me redonnes... Ouais, là, j'ai de l'optimisme qui revient. C'est dommage que je parte en vacances, quand même. Non, parce que je me dis, on part sur une bonne note et tu vas te reposer 2 semaines, tu vas nous revenir pour la première semaine de septembre, mais ce sera l'autoroute du kiff, quoi. Avec le live prédiction, ça va être un truc fantastique. Est-ce que tu crois, Vince nommé à l'Académie française en 2026, tu crois qu'on peut l'annoncer là? En tout cas, ça sera largement avant Eli Manning ou Hall of Fame, ça c'est sûr. Voilà, ça peut aussi. J'adore aussi, effectivement. Alors, j'en profite, comme d'habitude, dans les podcasts preview pour saluer nos amis comptes de franchise, Lions, Packers, je vais les oublier, Vikings et Bears. Surtout les Bears. Alors, non, pas surtout les Bears, on les aime tous. Mais je sais qu'avec nos amis des Bears, on avait déjà eu ils étaient venus dans certains podcasts. C'était comment s'appelait? J'ai perdu le nom de French Bears. Peu importe. Qui nous avait même promis un jour de venir pendant un live Thanksgiving avec sa tête d'ours sur la tête. On attend toujours ce moment délicieux qui arrivera une de ces prochaines années. Et on salue French Bears, bien évidemment, qui va sans doute écouter ce podcast. On n'a pas fait les prédictions, les amis. Votre classement de la 4e à la première place pour cette NFC Nord, c'est compliqué à classer. C'est pas simple. On va commencer par le meilleur, Seb. Comme tu l'as dit, c'est pas simple. Je l'ai refait au moins 4 ou 5 fois ce classement, mais à un moment, il faut bien choisir. Allez. Bon, tu demandes à ChatGPT. Attends, je demande à ChatGPT en même temps. Demande à ChatGPT et puis comme ça, tu nous donneras le classement intelligence artificielle après les notes. Voilà. Oui. Donc premier Détroit, 2e les Packers de Green Bay avec qualification pour les playoffs, 3e les Vikings, 4e les Bears. D'accord, très bien. Tu as dit premier, je sais pas, c'était qui? Détroit. Les Lions. Détroit. D'accord. Donc en fait le même. Non, Packers devant Vikings. J'allais dire le même classement. Non, je mets les Packers devant les Vikings. Ouais. Mais les Vikings toujours devant les Bears. Ouais. Les Vikings devant les Bears, mais là aussi j'ai hésité. Bon, voilà, à un moment faut faire un choix. Choisir, c'est renoncer. Désolé pour les. Voilà, je suis désolé pour les fans de Chicago, je suis désolé pour les fans de Minnesota. Ne m'en veuillez pas. Je n'ai rien contre vos franchises, mais à un moment. Faut choisir, faut se mettre à notre place aussi, c'est pas facile. Oui, c'est un métier compliqué. À toi, mon Vince. C'est vraiment difficile. Je vais mettre, les... J'en sais rien. Allez, je vais mettre les Vikings. Le mec a rien préparé, quoi. C'est une honte. Comme d'hab, Je vais mettre les Vikings en dernier, je vais mettre les Bears en 3. J'aurais pas de les appeler les Bears, je sais pas pourquoi. Je vais mettre les Lions en 2 et les Packers en 1. Très bien. Alors, je vais demander à notre ami ChatGPT, et c'est là que vous allez voir que je ne sais pas du tout me servir de ChatGPT, puisque je ne lui ai pas posé la bonne question. Et
Et donc, du coup, j'avais comme classement, non mais blague mise à part, hein, j'avais comme classement en 1 les Lions, en 2 les Eagles, en 3 les Niners, en 4 les Commanders. Je me suis dit, il y a un problème, j'avais oublié de mettre NFC Nord, j'avais mis que NFC. Alors, ouais, preuve s'il en fallait que je n'utilise jamais ce truc. Ouais. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en 1 les Lions, en 2 les Packers, en 3 les Bears, en 4 les Vikings. Bon, bah, ça mixe entre nos deux. Voilà ce que nous dit ChatGPT, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça risque d'être très serré. Et même chaque équipe pourrait terminer première en fonction de comment ça tourne. Il précise qu'il n'est pas là pour faire des prédictions et des paris sportifs, et donc il est en train de me râler dessus en disant que ça n'est pas son boulot. Donc bon, désolé de l'avoir dérangé dans sa soirée. C'est vrai que pour répondre aussi, il n'est pas sympathique. Je vois 2 équipes qualifiées en play-off. J'en vois pas 3 parce que, mine de rien, il y a une grosse concurrence à côté. Je t'ai pas demandé, mon Seb, toi, combien d'équipes en play-off du coup? 2. 2. Tu l'as dit, pardon. Ouais, 2. Eh bien, merci messieurs, merci Vince, merci Seb. On se retrouve mercredi pour la NFL, mais on va se retrouver avant pour le LF dès lundi. D'ailleurs, tiens, en parlant de LF, juste avant de refermer ce podcast, comme il sera diffusé samedi matin, j'en profite pour faire la pub pour nos amis de la Red Company qui se réunissent au bar au Paname pour voir la rencontre entre les Mousquetaires et les Vienna Vikings. C'est samedi à 18h, donc au Paname. N'hésitez pas à aller avec la Red Company pour supporter les Mousquetaires de loin, faire porter votre voix jusqu'à Vienne. Et on se retrouve lundi donc pour un live ELF en espérant fêter la qualification des Mousquetaires, et mercredi pour une nouvelle preview de division. Ce sera cette fois l'AFC Ouest qui nous intéressera toute la semaine prochaine. On fera l'Ouest, l'AFC puis la NFC comme d'habitude le mercredi et le samedi. Merci Vince, merci Seb, merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde.